Chers amis, bonsoir. Merci d'être là pour notre dernière conférence de cette année, je précise, de 2018. Je suis déjà en 2019. Alors, je dois vous présenter Emmanuel Todd, j'imagine, par tradition. Je le fais quand même. Emmanuel Todd, anthropologue, démographe et historien, aujourd'hui au Dialogue franco-russe. On est très heureux de vous recevoir, merci beaucoup. Donc, dans vos livres, tels que L'invention de la France, L'invention de l'Europe, l'origine des systèmes familiaux, vous avez largement popularisé ces concepts clés de l'anthropologie historique, tels qu'une structure familiale et coutume successorale. Dans votre premier ouvrage, La chute finale, vous avez prédit la décomposition de la sphère soviétique, c'est-à-dire la fin du communisme. Vos travaux font écho à des problématiques qui traversent nos sociétés en profondeur, affaiblissement de la puissance américaine, stagnation des sociétés développées, une rupture structurelle de l'Union européenne et beaucoup d'autres. Mais le thème de notre soirée, c'est la Russie et les autres. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Dans votre dernier ouvrage paru en 2017, Où en sommes-nous, vous dédiez plusieurs chapitres à la Russie. À travers les structures familiales, vous analysez les relations de la Russie avec ses voisins. Et c'est vraiment très, très, très intéressant. Je vais citer, en réalité, la Russie restait le seul élément d'équilibre capable d'empêcher que l'Amérique, ivre de sa victoire, ne commence à se penser le maître du monde. Vous continuez, et après vous dites que la Russie d'aujourd'hui, la démocratie autoritaire de Vladimir Poutine, est devenue un centre d'objet de haine. Et vous employez même le mot russophobie, en quelque sorte ce tabou dans la société d'aujourd'hui. Alors la question est très simple, avant de vous passer la parole. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la Russie soit aimée? Est-ce qu'il faut qu'il soit aimé en soi? Et pourquoi ce pays laisse rarement indifférent? Voilà, Emmanuel Todd. Oui, alors c'est clair que je ne suis pas dans des conditions idéales en ce moment pour résoudre la question de l'amour en général. Vous avez essayé quand même. Voilà, enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Alors, je voudrais dire, je suis très heureux d'être ici. Et parce que je suis dans la situation paradoxale de quelqu'un qui est d'un Français de base et qui a plutôt des liens avec le monde anglo-américain et qui suis pour l'essentiel fidèle au monde anglo-américain, mais qui depuis l'effondrement du communisme est simplement navré, indigné, horrifié par la façon dont la Russie a été traitée. Juste au moment où elle cessait de pouvoir être considérée comme une menace totalitaire. Et donc, voilà. Et donc je parle d'un point de vue, de quelqu'un qui, vous avez tout à fait raison de mentionner cette vision positive que j'ai de la Russie dans le système international, mais c'est vraiment comme contrepoids au système américain. C'est-à-dire que c'est à la limite, je veux dire que l'Amérique est, dans ma vision des choses, la Russie, dans ma vision des choses, est bonne pour l'Amérique elle-même, comme une sorte de contre-pouvoir. L'Amérique ne peut bien fonctionner que quand la Russie est en place. Et d'ailleurs, en vérité, c'était déjà vrai pendant la guerre froide, d'une certaine manière. Voilà. Alors, maintenant, ensuite, je dois m'excuser, parce que j'imagine qu'il y a ici toutes sortes de gens qui connaissent très bien la Russie, et ça n'est pas du tout mon cas. C'est-à-dire, je suis allé 2 fois en Russie après la chute du mur, j'ai fait le tour du Collège français de Moscou, de Saint-Pétersbourg, je ne sais plus si ça existe, et ma description, compréhension du monde est complètement abstraite à travers mes analyses des systèmes familiaux. Donc c'est déjà bien, quand on me dit ne pas être choqué par ce que je raconte, mais je ne parle pas russe, je ne peux même pas déchiffrer l'alphabet cyrillique. Enfin, si je peux le faire pour déchiffrer un tableau statistique, mais ça prend une journée. Enfin, c'est toujours parler la Russie ailleurs qu'ici, c'est plus facile.
Vous voyez. C'est voilà. Alors, cela dit, j'avais pas du tout mis les pieds en Russie quand j'ai prédit les fondements du système soviétique. Donc, à ma décharge, je dirais que, comme me disait je ne sais plus quel copain qui avait raté le concours d'entrée à Normal Sup, je m'avançais, l'esprit libre et dégagé de toute connaissance inutile. Et ensuite, il a dû arriver son sujet, la mort. Voilà. Alors, donc je vais d'abord vous dire ce que mon modèle me dit de la Russie quand j'analyse la structure familiale. Donc, et en fait, dans l'importance des structures familiales dans la définition des cultures et des idéologies, en fait, je suis d'une certaine manière partie de la Russie. Je n'avais pas complètement conscience à l'époque du fait que j'étais plutôt partie d'une découverte d'un très grand historien anthropologue anglais qui s'appelle Alan Macfarlane, qui avait écrit un livre qui identifiait le rapport entre la structure familiale traditionnelle anglaise, nucléaire, c'est-à-dire juste papa, maman, les enfants, dès le XVIIe siècle, et la tradition individualiste anglaise. Ça avait été mon examinateur internal examiner à Cambridge, je connaissais, c'était les gens je travaillais. Je ne sais pas, c'était pas clair dans ma tête. La façon dont les choses me sont apparues, c'était tout d'un coup, j'ai vu se superposer dans ma tête la carte d'un certain type de structure familiale et la carte du communisme achevé à l'échelle planétaire. Et bien entendu, au centre de la carte du communisme, il y avait la Russie et le type familial paysan russe était, je dirais, la plus belle incarnation du modèle. Donc, qu'est-ce que c'est que ce système familial? Alors, il y a des listes de paysans extrêmement détaillées pour le 19e siècle, c'est des données sur lesquelles il n'y a aucun doute. En fait, c'est vraiment là, je ne suis pas innovateur, je reprends les travaux, le nom de Alexa, il y en a plein d'autres, c'était le système familial paysan russe, c'était il faut imaginer des cycles de développement du groupe familial. Donc vous partez d'un couple, ce couple produit des enfants, ces enfants approchent de l'âge adulte, et puis approchent du moment du mariage, et là, dans le modèle russe idéal, les fils restent, et les femmes sont, disons, éjectées, échangées entre les groupes familiaux, et évidemment, les fils qui restent prennent leurs femmes à l'extérieur, et puis ils ont des enfants, et ça donne des ménages, c'est ce qu'on appelait autrefois famille patriarcale, ou quand on parle, en Inde on parle de joint family, moi j'appelle ça, pour me simplifier la vie, maintenant famille communautaire, comme ça a produit le communisme, je ne vais quand même pas me fatiguer, ça simplifie les choses, et donc comment dire, ça produit les plus gros ménages qu'on puisse observer, puisqu'ils sont, je dirais, étendus sur 3 générations, à un certain moment du cycle, et puis horizontalement par le nombre de frères. Alors, les valeurs de ce système familial sont bien entendu l'autorité, des valeurs d'autorité, puisque vous avez des fils mariés vivant toujours sous l'autorité du père, et puis vous avez une coutume, et c'est un système qui est aussi égalitaire, parce que après la mort du père, ou peu de temps après, les biens dont la famille dispose sont divisés de façon égalitaire entre les fils. Donc c'est un système qui est à la fois autoritaire, mais où la famille explose à chaque génération. Hein. C'est très, très particulier comme truc. Et donc, pour moi, l'explication, Macfarlane voyait dans l'autonomie précoce des enfants de la famille anglaise et l'absence de règles d'héritage égalitaire de la famille anglaise, qui sont de modèles opposés finalement du modèle russe, l'origine de l'individualisme anglais dans le domaine politique, l'émergence précoce d'un système parlementaire en fait, la flexibilité du système social anglais, les ruptures entre générations, puisque les enfants s'en vont rapidement. Bon, Macfarlane avait établi ce lien, je dirais, de l'autre côté de la Manche. Et dans le cas de la Russie, c'est pas un modèle statique, c'est-à-dire que c'est l'explosion
les valeurs fondamentales de la famille russe étaient l'autorité et l'égalité. Et au moment où quand le système familial explose, en fait, et se nucléarise en termes de ménage, c'est lié à l'abolition du servage, à l'alphabétisation, à l'urbanisation, toutes sortes de choses, l'idée c'est que l'individu est effectivement libéré, mais a peur de sa liberté, et va rechercher dans des structures politiques ou économiques des substituts, je dirais, à la chaleureuse et sadique ambiance de la famille communautaire russe, qui était dure, hein. Je veux dire, il y a toute une nature idéologique, etc. Et donc, la structure d'encadrement de l'individu, de substitution, ça peut être le Parti communiste, l'économie centralisée. Pour moi, si on peut dire le chaînon manquant, le truc qui était au plus proche de la famille originelle, c'était le KGB, qui s'occupait personnellement des individus. Voilà. Donc c'est un modèle qui, comment dire, je veux dire, c'est le modèle familial chinois, c'est le modèle familial vietnamien, c'est le modèle familial serbe, c'est le modèle familial de l'Italie centrale qui votait communiste. C'est une conclusion à laquelle je suis arrivé de façon complètement empirique, sans aucun a priori. Hein, c'est vraiment, voilà. Alors, ensuite, j'ai généralisé le modèle. Donc, j'ai retrouvé ce que Macfarlane disait sur l'Angleterre, le modèle de la France du Nord, qui est un modèle, donc la famille anglaise, ça va être nucléaire, ce que j'appelle nucléaire absolu, c'est nucléaire, indépendance fréquence des enfants, mais sans règle d'héritage précise. La famille nucléaire égalitaire du bassin parisien, c'est autonomie rapide des enfants, famille conjugale uniquement, mais règle d'héritage frénétiquement égalitaire bien avant la Révolution française. Et bien entendu, même chose, même jeu. C'est-à-dire que la famille va produire, au moment où les gens apprennent à lire et écrire, une idéologie qui correspond. Et donc en France, ça va être liberté, égalité. Et donc, non, la Révolution française n'a pas été inventée par des philosophes super sophistiqués, mais simplement, le principe de liberté et d'égalité des enfants ont été transformés en pratique de la liberté et l'égalité des citoyens. Et puis il y a le quatrième modèle européen, c'est le modèle allemand, c'est ce qu'on appelle, ce que Frédéric Leflay, le premier théorisé sur la famille au XIXe siècle, appelait la famille souche. Donc là, vous reprenez un modèle de développement du cycle familial, vous repartez d'un couple, vous lui faites « Ah, c'est pas moi, c'est génial !» et ce couple produit des enfants, et là, un des enfants, généralement l'aîné des garçons, succède sur le bien familial. On est dans le milieu paysan traditionnel, sur la ferme familiale, produit des enfants dans ce contexte familial, et les autres enfants, je dirais, doivent s'en aller. Donc là, les valeurs du système sont autoritaires, même chose, des enfants adultes sous l'autorité des parents, et inégalitaires, puisque là, les enfants ne sont pas du tout traités de la même manière. C'est-à-dire le système anglais est indifférent à l'idée d'égalité, le système allemand valorise positivement l'inégalité. Ce n'est pas que allemand, c'est-à-dire que la famille nucléaire égalitaire, c'est typique du bassin parisien. Le sud-ouest de la France avait la famille souche, comme l'Allemagne. Et bien évidemment, dans l'époque d'accession à la modernité, ça ne va pas produire une adhésion extraordinaire aux idées libérales. Puisque là, l'individu aussi, c'est comme dans le cas russe, l'individu libéré a peur de sa liberté, donc va chercher des structures de réintégration dans la social-démocratie, surorganisée, dans la démocratie chrétienne, donc ça me trouve, et en phase de crise religieuse, dans le nazisme en fait, qui est une idéologie autoritaire et inégalitaire s'il en fut. Donc là, donc on peut faire une sorte de jeu où on situe, c'est-à-dire on peut parler de
de valeurs idéologiques dominantes sur des territoires sans essentialiser les peuples, d'une façon assez abstraite finalement. Donc on pourra dire, par exemple, la culture française et la culture russe ont en commun un principe d'égalité, qui dans le cas de la culture française couvrira garçons et filles, puisque les filles héritaient dans sa parésin, absolument comme leurs frères. Dans le cas de la culture russe, c'est simplement les hommes. On pourra dire que ce que la Russie et l'Allemagne ont en commun, c'est un trait autoritaire, mais seront au contraire fortement opposés sur la valeur d'égalité. Donc ça permet de ne pas tomber dans des rêveries métaphysiques sur l'esprit des peuples. Alors, là, cela dit, si on réfléchit, si on place la Russie à l'intérieur de la sphère occupée par la famille communautaire, la famille russe a quand même une spécificité fondamentale, qui est curieuse et bizarre même pour un système qu'on doit définir comme patrilinéaire, puisque la famille russe est organisée en fonction des liens entre les mâles. Mais ça n'a pas empêché le maintien d'un statut relativement élevé des femmes en Russie. Et l'explication qu'on sent très bien dans la littérature russe du 19e siècle, et en vérité mon sentiment profond, c'est que le statut des femmes en Russie a de tout temps été supérieur au statut des femmes en Allemagne, par exemple. Sur ce plan, les anglo-saxons et les russes sont plus proches l'un de l'autre qu'ils ne croient. Ça, c'est une vision d'anthropologue complètement abstraite. Je suis sûr que j'ai raison, et que personne ne va me croire. Alors, comment dire, alors, la raison, par exemple, si vous comparez la Chine et la Russie, en Chine, vous allez trouver la même famille communautaire, avec des ménages en général un peu moins gros, mais vous allez trouver un statut de la femme immensément abaissé. Et l'explication de cette différence, elle est toute simple. C'est que, c'est des recherches sur la reconstruction historique de l'émergence des systèmes familiaux, c'est que l'émergence de la famille communautaire russe est extrêmement tardive, en fait. Ça, c'est 17e, 18e, 19e siècle, en fait. Alors que l'émergence de la famille communautaire chinoise, c'est au début de l'Empire chinois, entre moins 200, avant l'ère commune, et qu'en fait, la Chine a subi des millénaires d'abaissement du statut de la femme. Donc ça, c'était on n'est pas encore dans le présent, on n'est pas encore dans la naissance du présent. Et alors, bon, je vais quand même mentionner, pour qu'on ne se perde pas trop, que le Japon, qui est aussi un acteur géopolitique majeur à sa façon, est structurellement extrêmement proche de l'Allemagne en termes de systèmes familiaux. C'est la famille souche. La seule différence pour le Japon, c'est une fréquence, une certaine fréquence, peut-être 10% de mariage entre cousins du premier degré jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc quelque chose de petite possibilité de refermement de la famille sur elle-même. Alors, pour ce qui concerne les rapports internationaux, je dirais, c'est la variable ou la compréhension des rapports entre les nations, le rapport à l'universel. La définition du rapport entre les frères est très importante dans le modèle. Il faut expliquer pourquoi quand même certains pays ont développé lors de leur processus d'accession à la modernité, révolutionnaire le plus souvent, des conceptions universalistes. La France, la Révolution française était pour tout le monde en théorie, l'homme universel. La Révolution russe était universaliste. Donc, quand j'étais dans une phase, quand le communisme existait, j'étais membre du Parti communiste, mais en fait j'ai fait quand même une très belle carrière anticommuniste.
Et donc, je disais la France, la liberté pour tous, un système universel, la Russie, égalitaire, le goulag pour tous, vous voyez ce genre de choses. Mais la Russie est, je veux dire, un pays qui a spontanément développé une approche universaliste des rapports internationaux. Ça reste très important maintenant, je vais essayer de le montrer. Par contre, l'Allemagne, le Japon, donc en fait ce qui se passe, je crois, dans le cas de ces... Si on cherche ce qui dans l'anthropologie peut expliquer la sorte de prédominance spontanée de cette approche universaliste, c'est le principe d'égalité des frères. C'est-à-dire si vous sortez d'un système familial qui vous dit les frères sont égaux, les hommes sont égaux, les peuples sont égaux, et vous développez facilement ou spontanément une version universaliste. Ça marche pour la France, ça marche pour la Russie, ça marche pour la Chine, pour tous les pays qui ont fait des révolutions communistes, ça marche aussi pour le monde arabe, parce que la famille arabe est aussi très égalitaire d'une autre manière. Et puis ça vous permet de comprendre pourquoi certains pays ont de telles difficultés à développer des conceptions universalistes. L'Allemagne ou le Japon. C'est-à-dire vous sortez de la famille souche, les frères sont inégaux, les hommes sont inégaux, les peuples sont inégaux. Dans les vraiment mauvaises phases, les races sont inégales. Donc c'est un... Alors là, le cas des Anglo-Américains est intéressant, parce que comme les enfants ne sont ni égaux ni inégaux, ça donne quelque chose un rapport assez flexible au monde extérieur des Anglais puis des Américains. Les frères sont différents, ni égaux ni inégaux, donc les hommes sont différents, ni égaux ni inégaux, donc les peuples sont différents, ni égaux ni inégaux. Et ça donne une certaine flexibilité. Ce qu'on constate en pratique dans le monde anglo-saxon, c'est une capacité à élargir ou rétrécir le cercle des gens considérés comme appartenant à la sphère universelle. Aux États-Unis, ça s'arrêtera à la couleur noire, et tout le reste est assimilable, ce genre de choses. Alors, ça, c'était le modèle que j'avais développé pour expliquer la forme prise par les idéologies dans la période d'accession à la modernité. Mais au-delà de ça, je n'avais pas d'hypothèse, je suis un empiriste, un chercheur formé en Angleterre, et je n'ai pas d'a priori, et comment dire, j'aurais pas du tout été hostile à l'hypothèse d'une convergence des systèmes après la disparition. Après tout, la famille souche, elle n'existe plus en Allemagne, la famille communautaire dans les villes nouvelles russes. Bon, en fait, si on peut trouver des éléments communautaires, mais bon, en théorie, les ménages ne sont plus, c'est plus la grosse famille paysanne. Et disons que j'aurais pas du tout été hostile à l'idée d'une convergence, pourquoi pas vers la famille nucléaire. Ça a été écrit, ça a été par des auteurs, par William Gould, dans les années 50. Voilà, mais ce que la suite de mon activité de chercheur a plutôt montré, c'est un phénomène de permanence ou de rémanence de ces valeurs fondamentales. C'est-à-dire que le Japon et l'Allemagne ont continué à se comporter de façon spécifique dans leur façon d'être économique, avec une sorte de pratique de rapport d'asymétrie dans l'échange. Là, on est en train de vivre en France une dernière émergence, ou la dernière émergence en date. J'étais sur le point de craquer, d'imaginer que la culture française libérale, égalitaire, révolutionnaire, qui avait permis la grande révolution, puis toute la révolution du 19e, puis le Front populaire, avec ses grèves spontanées, puis mai 68, un très bon souvenir personnel. J'étais prêt à me résigner à la disparition de cette culture française libérale égalitaire, sous le coup de boutoir de la construction européenne. Mais les gilets jaunes m'ont rappelé à l'ordre. J'ai constaté que la France était toujours la France, puisque bien entendu, un phénomène comme les gilets jaunes résout un problème d'analyse anthropologique pour moi, par la sympathie que j'éprouve pour eux. Vous voyez, donc
Voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire pour la Russie, ça? Je crois que ça permet de comprendre pourquoi la Russie, sortie du communisme, on se dit, quand je dis ça, le bon sens. Oui, le bon sens aurait permis de le prévoir, mais c'est le genre d'analyse qui permet de comprendre comment la Russie n'allait pas passer à une démocratie d'alternance de type anglo-américain, avec un système économique ultra-libéralisé, comme certains l'ont rêvé à un moment donné, et pourquoi la Russie est restée, après la chute du communisme, je dirais, elle a cessé d'être évidemment un pays communiste, totalitaire, mais pourquoi son économie a gardé une forme fondamentalement mixte, et pourquoi elle est devenue ce que j'ai appelé jusqu'à présent plutôt démocratie autoritaire, une démocratie avec une sorte de tendance unanimiste qui n'est pas d'alternance. Je suis en train de me demander si je ne vais pas passer simplement à l'expression de démocratie communautaire. C'est simplement parce qu'il y a des valeurs communautaires, des valeurs d'intégration de l'individu, des pratiques, etc., qui ont subsisté. Le très haut, le statut élevé des femmes permet d'expliquer le maintien d'un dynamisme social et scientifique élevé. Dans certains livres, j'ai associé le niveau éducatif des femmes ou le statut des femmes au niveau de performance éducatif, intellectuel et académique sociale. Et dans le cas de la Russie, on a ce paradoxe d'une culture de très forte intégration de l'individu et qui ne mène pas à un blocage, en fait. Très souvent, l'abaissement du statut des femmes dans la famille communautaire mène à un blocage et des paralysies des sociétés. Ce qui n'est évidemment pas le cas pour la Russie. Donc la Russie comment dire, si on observe ce qui s'est passé, la Russie a traversé une terrible crise de transition avec une de ces phases de souffrance qui semble caractériser l'histoire russe, et elle a retrouvé, ça correspond à peu près à l'accession de Poutine au pouvoir, un certain type de paix civile. Moi, ce qui m'intéresse le plus dans l'évolution de la Russie, c'est pas simplement le rétablissement économique, c'est des indicateurs comme la baisse extrêmement rapide du taux d'homicide, la baisse extrêmement rapide du taux de suicide, la baisse de la mortalité infantile. J'y suis sensible puisque c'est ça aussi qui m'avait permis de diagnostiquer l'effondrement du communisme. Et donc la Russie a retrouvé une certaine forme de stabilité. Elle a retrouvé une certaine forme de dynamisme technologique qui a permis, je dirais, une remise à niveau technologique militaire, son rétablissement en termes de puissance de contrepoids des États-Unis, et la Russie est de fait, je dirais, devenue, ou s'est trouvée dans la situation d'être la seule des grandes nations développées qui reste à l'extérieur, je dirais, du processus de la globalisation et de la mondialisation. C'est-à-dire, c'est un pays protectionniste, c'est un pays qui affirme une certaine capacité de l'État à agir. C'est un pays qui, finalement, maintient, contre les idéologies post-nationales, l'idée de la persistance des nations. Mais ça n'aurait pas été possible sans cette espèce, sans la permanence de valeurs communautaires d'intégration de l'individu. Il y a quelque chose dans la structure anthropologique, dans la rémanence de valeurs anthropologiques, qui a permis à la Russie de trouver ce genre d'équilibre et de trouver l'énergie de résister à ces forces. Alors je dirais aussi qu'elle est,
là, je suis en train d'essayer d'analyser le rétablissement de la Russie, sa stabilité et son efficacité sur la scène internationale, qui devient de plus en plus frappante. J'ai parlé tout à l'heure de cette espèce de loi qui associe le principe d'égalité des frères au principe d'égalité des hommes en général, ou d'égalité des nations. Et imaginez que cette loi fonctionne toujours, ce qui, je crois, est la vérité. Donc, la prédisposition anglo-américaine, les peuples sont différents, les enfants sont différents, les peuples sont différents, les nations sont différentes, malgré tout le discours sur la globalisation. C'est pas un mauvais équipement intellectuel pour affronter la diversité du monde, quand même. Une sorte de capacité d'acceptation empirique dans ce relativisme culturel qui, à mon avis, explique le succès ultime de l'Angleterre et l'échec de la France, un peu plus abstrait, d'égalitaire, etc. Mais dans le contexte actuel, je dirais que la Russie est superbement prédisposée à être efficace dans le domaine international, parce que cette idée d'égalité des hommes et des nations est toujours là. À l'époque du communisme, cet égalitarisme a priori prédisposait à un expansionnisme que pour qualifier d'un peu exagéré, si on veut, une sorte de vision un peu impériale et dominatrice. Mais dans un monde où la question fondamentale est la persistance des nations à l'intérieur d'un système de mondialisation effréné, qui d'ailleurs est en train de s'arrêter, l'idée d'une grande nation fortement intégrée et qui en plus fonctionne avec l'a priori d'une équivalence des hommes et des nations est quelque chose qui peut se révéler très efficace. Moi, je sais, je suis un grand admirateur de la diplomatie russe, mais peut-être que ce que j'admire, c'est les effets inconscients de cet égalitarisme dans les relations internationales. C'est comme quand je lis les textes de Poutine sur les rapports entre les nations, ou les textes de Lavrov, j'ai l'impression de voir s'incarner, en fait, des valeurs profondes du système anthropologique russe traditionnel. Alors voilà, qu'est-ce que ça maintenant, je voudrais essayer, il me reste combien de temps là, parce que ça va? Voilà, donc 5-10 minutes, je vais essayer de traiter la question de la russophobie, puisque c'est le sujet imposé. Hein, et c'est vraiment quelque chose qui Donc là, j'ai posé une sorte de cadre anthropologique, mon délire personnel, ma vision du monde. Je veux dire, après 40 ans de recherche sur ce thème, vous comprenez bien que je ne peux plus voir le monde autrement. C'est comme si cette description anthropologique du monde était devenue la réalité ultime. Et puis comme ça marche, pourquoi se gêner? Mais reste à expliquer la russophobie. Alors, la russophobie, elle est dans l'ensemble du monde occidental. Pour moi, elle a deux pôles majeurs, en fait. Il y a le monde anglo-américain, quand même, et le monde scandinave, actuellement. C'est vraiment, c'est pas... Là, je parle concret. Hein. Là, je suis en train d'atterrir. Je suis en train d'atterrir dans l'hystérie russophobe concrète. Ça a existé en France, c'est plutôt sur le déclin. L'Allemagne est plutôt dans une ambivalence. Schröder à Merkel a plutôt bougé dans le sens de la russophobie, mais sans exagération, semble-t-il. Et vraiment, quand on lit la presse anglo-américaine, on est dans quelque chose de, je dirais, de stupéfiant. Et je veux dire, pour moi, ces derniers temps, c'était tout à fait étonnant de voir. Quand on pense aux Américains, on pense tout de suite, on peut se dire, c'est simplement
ben voilà, c'est des mauvaises habitudes, et puis c'est quand même embêtant d'avoir un pays qui peut toujours vous vitrifier sur le plan nucléaire si l'envie lui en prend. L'envie ne l'en prend pas du tout. Et donc en fait, la Russie, c'est le pays qui assure l'équilibre du monde. C'est un pays qui nous rend une sorte de service, qui rend, je pense, service, comme j'ai dit tout à l'heure, aux États-Unis. On peut aussi considérer que c'est agaçant d'avoir un pays qui ne joue pas le jeu de la globalisation, qui ne se laisse pas intimider, qui semble se moquer ou survivre à des sanctions économiques à cause de sa stabilité sociale interne, que j'évoque. Mais quand on est sur l'Angleterre n'est pas un pays, l'Angleterre n'est pas juste un double mineur des États-Unis. Et l'Angleterre, comment dire, n'aspire pas à être maître du monde. Ou alors quelque chose m'a échappé. Et quand je voyais les Anglais, je ne sais plus quand était l'affaire Skripal, etc., etc. Je veux dire, se déchaîner sur ces questions-là, au moment même où l'Union européenne était en train de mettre en danger l'unité du Royaume-Uni par ses prétentions à établir une frontière entre l'Irlande du Nord et l'Angleterre, et l'île de Grande-Bretagne, je veux dire, là, on était confronté à un niveau d'irrationnel absolu. Puisqu'en fait, le système étatique ou le système de puissance qui menace le Royaume-Uni, c'est pas du tout la Russie. Je veux dire, c'est l'Union européenne. Donc là, ça permet de mesurer, voilà. Et de façon générale, je dois dire que toutes les considérations, c'est particulièrement fort chez les Scandinaves, mais les Anglais sont aussi un peu là-dedans, sur cette fantasmagorie, sur l'expansion, la volonté d'expansion russe, pour un pays dont la population est déjà pas assez grande pour son territoire, et qui a bien appris sa leçon en termes de souffrance impériale. Il y a vraiment, je dirais, quelque chose de profondément... on pourrait se contenter de dire que c'est ridicule, mais il faut expliquer les choses. Alors, si vous allez au niveau des valeurs, vous pouvez quand même dire qu'il y a, dans un monde où tous les systèmes sont rapprochés par la partie positive de la globalisation, par les moyens de communication, il y a une sorte d'immédiateté du contact culturel entre les gens. C'est vrai que si vous revenez à ces catégories familiales que j'ai évoquées, en un certain sens, quand même, le monde anglo-saxon peut être considéré comme le contraire de la Russie. C'est-à-dire, vous allez avoir d'un côté un système ultra-individualiste, primauté de l'individu, etc. Et puis de l'autre côté, vous aurez le communautarisme russe, etc. Mais ça, c'est une première approche, et si vous rentrez dans le détail de l'analyse anthropologique, pour moi, j'ai mesuré ça d'ailleurs pour la préface à l'édition anglaise dont on a le bouquin, c'est pas clair du tout que la Russie est plus éloignée. Je veux dire, l'indifférence américaine, alors de toute façon le monde anglo-américain est éloigné de l'Allemagne comme de la Russie par son libéralisme en fait, mais l'inégalitarisme allemand et l'égalitarisme russe dans les structures familiales sont à égale distance de l'indifférentisme anglo-saxon. Donc il met, je vais terminer cet exposé et ensuite peut-être on développera sur le populisme et les attitudes politiques dans le jeu des questions et des réponses, parce que
je veux m'assurer d'abord que je n'ai pas saoulé tout le monde et qu'une partie au moins de ce que j'ai dit a été acceptée comme pertinent pour la Russie. Mais j'ai eu ces derniers temps, finalement, je me suis... moi, je regarde tous les matins la presse anglaise et un peu plus tard la presse américaine, les gros titres, hein, parce que je ne suis pas abonné, dans le pays et tout. Je suis plus de retraite, il ne faut pas déconner. Et j'ai, en fait, quand on regarde de l'extérieur, je voyais de façon récurrente deux éléments d'irrationalité ou de préoccupation sociale exagérée, en fait, dans cette presse. La russophobie, qui atteint des niveaux, cette Russie manipulant les élections américaines. Vous voyez, bon, je ne vais pas vous faire le topo, vous connaissez ça, savez pas, mais l'autre thème qui revenait régulièrement, et qui est mon sujet de recherche actuel, parce que moi je travaille à un livre sur le genre de société future que nous promet l'émancipation des femmes, qui ne sera ni pro ni anti-féministe, mais dont je suis sûr qu'il me vaudra des problèmes idéologiques avec mon environnement immédiat. Qui m'a amené à travailler sur un sujet qui ne m'avait jamais tellement passionné, la question de l'homosexualité, et puis la question transgenre. Non, je suis désolé, vous allez voir. Ah oui, non, mais moi, quand je fais une conférence sur la Russie, j'essaie d'assurer le spectacle. Hein. Voilà. Et non, vous allez voir, je vais faire une chute très sérieuse. Là, pour le moment, c'est voilà, Jefferson Airplane takes off, mais on va atterrir. Donc vous avez, je dis que c'est exagéré parce que je ne suis pas du tout un réactionnaire de mœurs. Moi, je ne suis pas du tout dans les gens, dans le style, si on veut maîtriser le capitalisme, il faut être aussi antilibéral sur les plans des mœurs. Je ne suis pas du tout comme ça. Mais quand même, l'omniprésence de la question transgenre dans le monde anglo-américain, cette volonté, avec cette espèce de volonté de dépasser, de dépassement de la condition humaine, oui, d'affirmer que le sexe ou l'identité sexuelle est quelque chose de flou, de variable, de conventionnel, ce qui ne m'apparaît pas du tout personnellement, même si avant le christianisme, avant le judaïsme, le christianisme et l'islam, l'homosexualité posait peu de problèmes. C'est toujours été, voilà, donc là pour l'homosexualité, sûrement on est plutôt dans des retours au comportement homo sapiens de base. Vous voyez, donc il n'y a pas du tout de problème de ce côté-là. La question transgenre, c'est autre chose. L'abolition de ce clivage entre les sexes. J'ai relu récemment Male and Female de Margaret Mead, une anthropologue américaine féministe, et je veux dire, toutes les sociétés ont utilisé d'une façon, à tort ou à raison, toutes les sociétés ont toujours utilisé la différence des sexes comme un principe d'organisation fondamentale, dans un sens ou dans l'autre, jamais de la même manière, mais toujours avec cette idée que cette différence était un principe d'organisation. Et tout d'un coup, je me suis dit, quand même, l'une des choses qui a fait irruption dans le débat géopolitique, à notre grande surprise, c'est la question des mœurs. Parce que ce qu'on reproche à la Russie, c'est pas seulement d'être revenu à niveau sur le plan militaire. C'est pas seulement de ne pas mettre sa force de travail éduquée au service des boîtes multinationales. C'est aussi de ne pas être progressiste sur le plan des mœurs, d'être homophobe. Alors, honnêtement, je
n'ai rien lu de spécifique sur la Russie et les transgenres, mais je ne peux pas imaginer que la Russie soit en pointe sur cette question. Et maintenant, j'approche de ma chute, et je veux dire, ce qui est frappant, c'est la façon dont la Russie incarne pour l'Occident, je dirais, une certaine forme de conservatisme des structures politiques et économiques, nationales et protectionnistes, mais aussi un certain type de conservatisme sur les plans des mœurs, c'est-à-dire avec un refus de participer à cette grande expérimentation de l'Occident, en particulier du monde anglo-américain, dans cette ultime tentative, dans cet ultime stade de l'individualisme, de dépassement de la condition humaine. Je n'ai pas dit que j'étais contre à ce stade. Je n'ai pas d'opinion. Et surtout, je pense que ma génération n'aura pas à donner son opinion terminale sur le sujet. Je suis démographe, donc je pense que j'échapperai au débat ultime sur la question transgenre. Mais il me semble que j'aurais tendance à penser que la Russie est devenue haïssable pour son conservatisme. On l'a dit toujours haïssable pour son expansionnisme, etc. Mais elle est devenue haïssable pour son conservatisme, comme elle était d'ailleurs haïe pour son conservatisme au XIXe siècle. Je veux dire, j'ai relu le bouquin de Molnar, Marx et Engels et la politique internationale, et le mot est, vous trouvez dedans des tartines sur la russophobie de Marx et d'Engels encore plus, puisque la Russie incarnait l'idée même de conservatisme. Et on est revenu, je crois, dans une situation où la Russie incarne toutes sortes de conservatisme, conservation de la nation et conservatisme sur le plan des mœurs. Et les choses sont allées assez loin quand même. Les pays vraiment révolutionnaires dans la durée, pour moi, c'est plutôt le monde anglo-américain. C'est eux qui ont fait la révolution industrielle, c'est eux qui ont déraciné la paysannerie les premiers, c'est eux qui ont foutu en l'air leur classe ouvrière, et c'est eux qui sont dans cette tentative de dépassement de la condition humaine. Et à mon avis, à l'intérieur même de ces pays, doit exister de façon subliminale une certaine forme de doute, d'anxiété sur eux-mêmes. Est-ce que c'est vraiment la bonne voie? Est-ce qu'il n'y a pas une inquiétude intérieure à ce monde anglo-américain qui s'efforce de révolutionner les mœurs et qui va très très loin dans cette tentative d'abolition de la différence entre les sexes? Et est-ce que ça n'est pas cette inquiétude sur soi-même qui conduit à la haine de la Russie? Parce que la Russie est peut-être le pays qui fait le bon choix, en fait. C'est quand on n'est pas sûr de soi, c'est quand on n'est pas sûr de son choix, qu'on cherche à écraser tous les choix adverses pour se rassurer. Et je me demande s'il n'y a pas... Alors, je reconnais que chaque fois que j'ai dit ça, tout le monde m'a ri au nez, mais on ne m'empêchera pas. Mais comme disait mon arrière-grand-mère, c'est mon opinion et je la partage. Et je vous propose de m'arrêter là, puis ensuite on peut discuter. Je voudrais parler du populisme, des attitudes de droite et de gauche sur la Russie. Et voilà. Mais j'arrive à cette... J'ai lu Burke, j'ai fini par lire Edmund Burke, le grand penseur conservateur anglais, et je me suis dit, ce type qui disait que il fallait aller doucement, qui reprochait à la Révolution française sa dimension métaphysique, qui reprochait à la France de vouloir découper son territoire en départements égaux. Vous voyez? Mais qu'est-ce que c'est que découper un territoire en départements égaux à côté de la révolution industrielle anglaise ou à côté des problèmes transgenres? C'est peu de choses comme choix métaphysique. Hein? Et donc,
Donc je me demandais, mais peut-être la grande puissance burkienne, conservatrice raisonnable maintenant, dans le monde, c'est la Russie. Et c'est pour ça qu'elle est détestée par des pays qui sont dans l'aventure. Monsieur Todd, avant cette conférence, m'a dit qu'il adore les questions. Et donc là, vous êtes libre. On a à peu près 40 minutes, donc voilà, vous êtes les bienvenus. Monsieur l'ambassadeur, Jean de Gliniasti, ambassadeur français en Russie. Merci, c'était très intéressant. Rassurez-moi, vous n'êtes pas choqué. Ah non. Non, dans la première partie de votre exposé, je la trouve un peu anhistorique. C'est-à-dire que vous expliquez par des structures anthropologiques l'évolution des nations, mais en fait, et donc il n'y a pas une seule référence dans ce que vous avez dit, je ne sais pas moi, à l'invasion des Mongols, à l'influence musulmane, aux chevaliers teutoniques, à Poltava, on revient à la question des Baltes. Donc c'est parce que vous avez concentré votre exposé sur un élément qu'on n'aborde pas d'habitude et qui est d'ailleurs très intéressant, ou c'est parce que vous estimez que en fait l'analyse de l'évolution des nations et des peuples est anhistorique? Ah non, pas du tout. C'est-à-dire que j'ai écrit un livre de 750 pages sur l'émergence des systèmes familiaux. Et donc quand même, c'est quand même dire que c'est juste 10 ans de boulot. Donc j'ai un modèle dans lequel on parle d'ailleurs de la famille nucléaire, qui est pour moi le type originel de l'humanité. Et puis dedans, on voit la construction de systèmes familiaux. Et ça se passe dans l'histoire. Ça commence, je commence en Mésopotamie, à 3000 avant l'ère commune. Donc ça n'est que 5000 ans d'histoire. C'est pas un truc immémorial. Et dans ce qui est consacré à la Russie, il y a tout à fait, si mon Alzheimer ne progresse pas trop vite, si je ne me trompe pas, il y a tout à fait référence aux influences mongoles, il y a des problèmes de synthèse entre les systèmes claniques patrilinéaires mongols, avec éventuellement contact avec des formes souches venues du monde germanique, mais avec des spéculations parce que les gens de la Hanse ont ça. Il y a un effort pour situer l'épicentre du communautarisme russe. Le communautarisme russe n'est pas au niveau familial, hein. Je ne parle pas du mien, des choses comme ça, n'est pas du tout très à l'ouest. En fait, la partie la plus fortement communautaire, donc autoritaire égalitaire, c'est l'ouest de la Russie, ça correspond plutôt à la Biélorussie. Mais là, on retombe sur ce truc encore plus rigolo, que le régime qui reste le plus dur et qui est resté le plus fidèle au modèle communautaire autoritaire, c'est la Biélorussie. Et puis je n'épargne pas les Baltes. J'adore, quand je vois les Baltes surexcités contre la menace, j'adore parler des structures communautaires baltes, particulièrement dures. J'ai un intérêt particulier pour les Lettons, dont le rôle a été si important dans la révolution bolchevique, la garde lettonne de Lénine. C'est ces régions-là qui ont le plus voté pour les bolcheviks à l'Assemblée constituante de 1917. Donc non, vraiment, je peux rentrer dans le détail. Hein. Vraiment, non. Je suis quand même, à l'origine, je suis historien, pas anthropologue. Et juste un petit point de détail aussi. J'avais fait faire des études sur le degré de protectionnisme des pays les uns les autres. La Russie est bien moins protectionniste que le Brésil, que la Chine, que d'autres. C'était même, avant en tout cas la crise ukrainienne et les mesures, un pays qui était extrêmement ouvert, moins évidemment que le bloc anglo-saxon et disons européen, mais c'était un pays très ouvert. Mais capable de... Ah oui. de reprendre une cohérence. Et pour moi,
Mais l'Allemagne a ça aussi au Japon. Oui. C'est-à-dire que les pays qui avaient des structures familiales intégrées gardent des capacités d'action collective qui leur permettent de jouer différemment le jeu de la mondialisation. Peut-être plus que protectionniste, de se protéger en tant que collectivité au moment, les Français naïfs, je veux dire, youplala, tous des individus sur la planète, plus de nations. Les Américains peuvent le faire aussi, mais s'il n'y a plus de nations, ils sont maîtres du monde. Donc c'est un autre concept. D'autres questions? Alors moi, je vais vous poser une question qui va paraître, dont le raisonnement, dont l'origine va peut-être vous paraître bizarre, mais ça a au moins stimuler le débat. Donc dans ce que vous nous exposiez, on retrouve quand même l'idée de cycle, puisque finalement les systèmes familiaux suivent des processus, et puis au bout d'un moment, ce processus aboutit pour recréer une autre cellule familiale. Donc il y a cette idée de cycle. Or, vous avez identifié, je crois que vous aviez prévu la chute de l'URSS, qui est intervenue en 1991, ou suivant comment on la place, 89-91. Or, si on prend les grandes crises du XXe siècle qu'a traversé la Russie, les étapes sont cycliques, puisqu'il y a 38 ans entre 1917 et 1953, la mort de Staline, où là c'est vraiment le tournant, qui était attendu, mais voilà, et encore 38 ans entre la mort de Staline et, alors je ne suis pas suffisamment bon en calcul mental, mais soit 91, soit 89. Or, Vladimir Poutine a modifié la durée du mandat présidentiel, et il s'avère que la prochaine élection présidentielle en Russie se fera encore à 38 ans de différence de la date précédente. Alors c'est bizarre, Alors, mais ça fait beaucoup de cycles en Russie. Non, en fait, je vous interromps, mais c'est parce que ce que vous dites est excessivement pertinent, sauf pour 38 ans juste. Peu importe, mais voilà, des cycles assez réguliers. Mais c'est vrai, mais c'est des questions que je me suis posées et que j'ai soigneusement évité de traiter ce soir. C'est que vous prenez la famille souche allemande ou japonaise, là vous êtes dans un système qui aspire à la continuité. La famille souche, c'est pour transmettre, c'est pour continuer en fait. C'est un système sans fin. La famille nucléaire, ça fait des ruptures générationnelles. Mais j'avais bien noté que le système russe est à la fois intégrateur, et c'est un peu comme un moteur à explosion quand même. Et je m'étais posé la question d'une capacité de la Russie à exploser à intervalles réguliers. Et moi, j'ai tendance à voir la sortie du communisme comme une explosion et une révolution, en fait, qui d'ailleurs a produit des souffrances habituelles, etc. Et donc, effectivement, peut-être que ma vision burkienne d'une Russie convertie à un conservatisme paisible est quand même peut-être une rêverie d'approche des fêtes de Noël. Donc en fait, non, vraiment, il y a cette question dans la capacité de aussi que c'est complètement pertinent. Et alors, avant d'aborder en fait le dernier chapitre sur les raisons de haïr la Russie, notamment le conservatisme et puis les animaux militaires, vous avez développé l'idée qu'il y avait deux zones, deux aires géographiques en fait, culturelles, le monde anglo-saxon et la Scandinavie, qui étaient dans la détestation de la Russie. Vous avez davantage développé en fait le monde anglo-saxon, donc on comprend à partir des structures familiales ce qui se passe. Et vous êtes passé un peu rapidement sur la Scandinavie. Je ne suis pas passé rapidement, j'ai oublié. Ah, vous avez oublié. mais merci de me le rappeler. Et donc, ce qui caractérise la Scandinavie, c'est, en termes d'expérimentation sur les mœurs, c'est pas, je dirais, c'est pas exactement un truc individualiste du même type, c'est vraiment une sorte de féminisme identitaire. C'est-à-dire, c'est vraiment, pour les Suédois par exemple, le féminisme, ou l'idée d'être la nation la plus féministe du monde est identitaire. Alors, en premier temps, on voit pas, ça devrait plutôt
quand on regarde les statistiques éducatives et les ratios, proportion de garçons, proportion de femmes faisant des études supérieures par rapport à proportion d'hommes, ça aurait dû les rendre russophiles, puisque la Suède est à un ratio 140 et la Russie doit être à 130. C'était très au-dessus, en fait, du monde anglo-américain ou de la France, ou de l'Allemagne, qui elle, est au-dessous de 100, qui est vraiment en résistance contre ça. Donc, là, si je devais, comment dire, si je continue à spéculer, c'est des sujets de recherche, je n'ai pas tranché, je vais dire ce que je pense au stade actuel, ou l'hypothèse sur laquelle je travaille, mais non vérifiée, hein. Peut-être que ça ne sera jamais écrit, parce que c'est pas vrai, ou parce que j'aurais trop peur, je sais pas, hein. Bon, c'est que quand vous regardez ce truc qui s'appelle la World Value Survey, donc j'ai oublié le nom du mec qui fait ça, mais c'est une espèce d'enquête sur les objets, etc. Il y a un truc très intéressant sur la proportion de gens qui sont prêts à mourir pour leur pays, sans la guerre, etc. etc. Et donc, c'est pas une valeur en ascension nulle part. Donc, il n'y a pas trop à s'en faire, sauf dans les pays scandinaves. Sauf dans les pays scandinaves, où il y a visiblement une poussée de militarisme, en plus d'une poussée féministe. Donc là, si j'avançais avec mauvais esprit, je dirais que c'est pas très clair que, et dans la même logique que pour le monde anglo-américain, c'est pas très clair que le monde scandinave vive son hyperféminisme avec une telle quiétude d'esprit. Je trouve que devenir féministe et militariste en même temps, c'est un problème qui mérite analyse. Mais ça, vous voyez, donc on peut unifier avec l'idée que c'est les pays qui sont les plus expérimentaux sur le plan des mœurs qui sont le plus russophones. Ça vous va ou... Bon. Là, au stade actuel, je ne peux pas faire mieux. Pascal Masse, représentation de cet instant à Paris. Alors, bonsoir docteur. Lorsque Catherine la Grande, princesse allemande protestante, devenue impératrice de Russie, dans des circonstances inattendues, fait un grand tour, précédé par son favori, le prince Potemkin, qui prend bien soin d'aménager le décor afin que la tsarine découvre un pays idéal, arrive à Kazan, elle écrit à Voltaire, puisqu'ils entretenaient une correspondance, je suis arrivé en Asie. Kazan, c'est 800 km de Moscou. C'est autre chose, c'est une autre civilisation, c'est la première civilisation étatique de la Russie, complètement oubliée aujourd'hui par les Occidentaux, mais ce n'est pas du tout le cas pour les Russes. C'est-à-dire que là, vous avez parlé des Anglo-Américains, des Scandinaves et tout ça. Bon, le monde musulman, 23 millions de citoyens aujourd'hui, c'est quelque chose de réel, de sensible, et que le président Poutine a bien intégré. Il est d'ailleurs le premier chef d'État à avoir intégré cette dimension de cette minorité musulmane dans son propre pays, qui n'est pas une minorité importée comme c'est le cas ici, mais comme quelque chose d'atavique. Donc, voir la Russie avec le prisme de Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est très bien, c'est très parisien, mais c'est pas forcément la vérité. Et c'est pas forcément la totalité de voir un immense pays dont les plus proches voisins sont la Chine et le Japon. Quand on est à Paris ou à Londres, on n'a pas tellement l'impression de cela. Donc je voulais dire par là, c'est que la russophobie, elle est dispersée par des gens qui voient la Russie occidentale, la Russie des villes, la Russie, mais ils ne voient pas le reste.
Oui, Et puis, mais- deuxième chose, alors là, puisque vous avez une sympathie pour les Lettons, je vais rappeler leur rôle pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, c'était une blague, hein, sympathie pour les N'est-ce Lettons. pas? Et donc, et j'espère que, puisque vous les aimez tant, que le 13 mars prochain, quand il y aura une chose qui est absolument abominable et que personne, sauf l'Allemagne, ne condamne, c'est lorsqu'il y a le défilé des anciens Waffen-SS dans les rues de Riga, hein, ce qui n'existait pas à l'époque soviétique. Hein. Donc, de supprimer les noms des héros de l'URSS et tout ça Ouais. dans les villes des pays baltes, ça n'existait pas. Et donc, aujourd'hui, russophobie peut-être, les Ukrainiens font ça très bien, les Lettons et tous les collabos qui se sont illustrés pendant la Seconde Guerre mondiale le font très bien, mais un petit peu de partage dans la détestation. Ah oui, mais je crois qu'il y a un malentendu là, parce que quand je parlais de russophobie, j'ai même restreint pratiquement l'analyse, enfin, j'ai concentré l'analyse sur le monde anglo-américain et la Scandinavie. Donc je n'ai pas du tout prétendu que c'était le modèle. C'est très bien de me parler des Tatars, mais en fait le modèle, la description du système familial russe que j'ai faite, c'est un système eurasiatique fondamentalement. Donc décrire le système familial russe comme communautaire patrilinéaire, semblable au modèle chinois, ayant des parentés avec le système mongol, étant en continuité. Dans mes livres, on voit le communautarisme patrilinéaire occuper une zone centrale d'un seul tenant, pas simplement en Eurasie, puisqu'en ajoutant le mariage endogame du monde arabe ou du monde arabo-persan, ça continue. Donc moi, ma vision, elle est pas du tout, peut-être j'ai donné une mauvaise impression en me définissant au départ comme pro-américain équilibré, rêvant d'une réconciliation ou d'une co-gestion américano-russe de la planète. Je ne plaisante pas. Pourquoi pas un jour, vu ce qui se passe en Europe et le désordre qui s'annonce sur le continent, c'est pas du tout impossible. Voilà. Et alors, en ce qui concerne les autres pays, alors moi, je dirais que je suis particulièrement décentré, puisque le pays du monde où je vais le plus souvent, et d'ailleurs le seul où on me prenne complètement au sérieux, c'est le Japon. Donc, je vais au Japon, et donc au Japon, j'ai une image complètement opposée à celle que j'ai en France. En France, j'ai l'impression, je suis considéré comme un créatif rebelle destroy. Au Japon, je suis considéré comme un type complètement raisonnable et paisible, mesuré, et je suis... tous les livres sont traduits en japonais, bien sûr, et même des livres qui n'existent pas en France, des recueils d'interviews. Et le gros des interviews que je fais au Japon, c'est des interviews de géopolitique. Et donc, je peux vous dire, la ligne que je développe quand je m'exprime dans la presse japonaise, c'est pas comme ici sur des sites internet, ou une brève apparition à France Culture, de revenir dans 2 ans d'interdiction. C'est tous les grands journaux, hein, c'est Asahi Shimbun, Yomiuri, Mainichi, enfin vraiment, Nikkei, bon. Et là, donc je peux vous dire, j'ai un discours pro-russe impeccable. Au Japon? Bien sûr, ce qui n'est pas du tout évident. Enfin, c'est la ligne AB en fait. Alors, les gens me font des blagues quand je viens là-bas, ils disent ah, AB suit tes conseils, c'est bien. Voilà. C'est une blague évidemment. Et donc les. Comment dire? Je crois que c'est peut-être une façon d'introduire un correctif dans ce que j'ai dit. Là, j'ai parlé d'anthropologie des systèmes familiaux, d'affinités culturelles, mais bien entendu, la géopolitique, ça n'est pas que ça. Il y a aussi une dimension du réalisme stratégique, des rapports de force entre voisins, qui peuvent expliquer que souvent, les pays ayant le même type familial, les mêmes valeurs, se considèrent comme des menaces réciproques. Et typiquement, par exemple, le fait que la Chine et la Russie, des porteuses d'un même système familial communautaire, a pu créer le sentiment d'une affinité très forte au moment de l'expansion du communisme, pour déboucher sur une brouille très sévère de rivalité de grande puissance. Le Japon pourrait être décrit comme très différent, aussi différent de la Russie que l'est l'Allemagne, puisque c'est un système souche, autoritaire égalitaire, très peu universaliste,
les Allemands ne sont pas universalistes, mais ils sont encore dans des politiques d'expansion économique et de prise de contrôle de l'Europe, où les valeurs de l'Europe actuelle sont les valeurs allemandes, autoritaires et inégalitaires. L'Union européenne prend une forme allemande, en fait, en termes de valeurs. Elle avait une forme française, elle prend une forme allemande. Les Japonais, ils pensent en termes de différence entre les peuples, mais en gros, il y a les Japonais et les autres, quoi. Hein, donc, et puis avec un abandon de la recherche de puissance, et l'un des éléments... alors, les rapports avec la Russie sont très compliqués pour le Japon, parce que, pour deux raisons. D'abord, parce que la guerre russo-japonaise, si elle a marqué l'arrivée du Japon au statut de vraie puissance, ça c'est ce qu'on apprend dans nos livres, ce qu'on ne nous apprend pas, c'est que ça a été le résultat d'un effort extrêmement coûteux en finances et en vie humaine pour le Japon. Donc c'est un espèce, donc c'est quelque chose. Le Japon est arrivé à maturité en tant que puissance contre la Russie. Donc il y a un élément identitaire. Et puis les Japonais ont mal pris l'intervention finale des Russes en 1945, qui se considérait comme pas très fair-play. Voilà. Donc il y a ces problèmes. Mais ça, c'est des choses historiques, c'est des différences culturelles, et il me semble qu'il est très évident pour les gens qui réfléchissent à la sécurité du Japon et à ses échanges technologiques, que la Russie doit devenir un partenaire majeur. Et donc les Japonais sont, je pense, semble-t-il, dans un jeu assez subtil. Ils ont besoin de la protection américaine, qui est indispensable, mais ils sont aussi dans la recherche. Il m'arrive de dire que si ces îles du Nord, là, qui sont l'objet du contentieux, Kuril, coulaient tout d'un coup, peut-être que Abe et Poutine seraient vraiment soulagés, quoi. Hein, parce que ce n'est pas un problème insoluble qui serait résolu. Vous voyez, donc je donne ces exemples un peu développés pour dire que je n'ai pas personnellement une vision complètement, ou même pas du tout. L'analyse anthropologique m'interdit une vision partielle occidentale, et puis mon amour du Japon, etc., m'interdit. Je veux dire, je ne vois pas la Russie que de l'Ouest. Bonsoir. François Bito, géographe et un peu historien. Bon, je reviens, votre dernier raisonnement colle parfaitement avec la question que je voulais vous poser, justement. Je voudrais revenir sur la question de la russophobie et notamment de la grande question de droits LGBT, transgenres, etc., qui domine énormément, du moins le monde universitaire, du moins du monde anglo-saxon et occidental en général. Alors, vous avez évoqué ces sujets, notamment d'un point de vue de différences culturelles, en évoquant l'idée un peu d'aventure du monde anglo-saxon qui s'opposerait à d'autres formes de structures de mœurs en Russie, mais... Sans dire que j'étais moi-même opposé. Non, bien sûr, non. Bon, moi, si je voulais... sur les questions sexuelles, ça va prêter à confusion. Non, absolument. Moi, je voudrais plutôt vous questionner sur le rôle que ces questions ont en termes de géopolitique. C'est-à-dire l'usage qu'on peut en faire et qui va bien au-delà parfois de la pertinence ou non-pertinence de ces questions. Je fais un exemple pratique. Pendant le jeu d'hiver de Sochi, que moi j'ai suivi en tant que passionné de hockey, il y a la question de droits des homosexuels, etc., du moins en France, mais aussi beaucoup dans mon pays d'origine qui est l'Italie, avait vraiment pris une ampleur énorme avec l'appel au boycottage, les citations de fameuses lois de Poutine que personne n'avait jamais lues, du moins dans la presse italienne, etc. Tandis qu'en même temps, moi, un peu par égard de curiosité, j'avais découvert que plusieurs États américains à l'intérieur, notamment des États du Midwest, avaient approuvé des lois, par exemple, qui permettaient aux commerçants d'interdire l'accès à des couples homosexuels, etc., etc. C'est là pour dire que parfois, voilà, cette question peut faire l'objet d'un usage qui a d'autres buts que la question en soi. Oui, peut-être que les choses peuvent exister à plusieurs niveaux. D'un côté,
moi, ce que j'évoquais, c'est cette piste de recherche d'une inquiétude des sociétés anglo-américaines ou scandinaves sur elles-mêmes, mais effectivement, il y a aussi la dimension géopolitique, stratégique, etc., où les choses sont totalement instrumentalisées. C'est très facile d'atteindre des grands niveaux de ridicule, en fait, parce que si on prend les catégories anthropologiques, le pays qui est vraiment au plus loin des États-Unis sur le plan du système familial, c'est l'Arabie Saoudite. Justement, par exemple. Et le pays que les Anglo-Américains devraient comprendre quand même un peu mieux, c'est l'Iran, qui a fait une révolution religieuse, de même que la démocratie américaine doit beaucoup au protestantisme. Donc, bien sûr, moi, l'un des trucs qui me fascine, c'est l'époque où on essayait de nous vendre la Géorgie comme une grande puissance occidentale future. Et moi, toujours démographe un peu bovin, c'est l'une des façons d'analyser l'intensité du principe patrilinéaire actuellement, c'est de prendre le sexe ratio des enfants à la naissance, puisque les techniques de dépistage prénatal du sexe du fœtus sont bien avancées. Et ça permet de faire beaucoup mieux que l'infanticide des nouveau-nés de sexe féminin. Et donc, vous avez dans un certain nombre, tout ça est très bien étudié par un très bon démographe français qui s'appelle Guy Motto, et donc, dans un certain nombre de pays, ou même une majorité de pays de culture familiale patrilinéaire, on a vu s'élever, communautaire patrilinéaire, s'élever le sexe ratio. Donc, on a vu la Chine atteindre, où le statut des femmes est quand même très bas, et a d'ailleurs baissé depuis l'effondrement du communisme. Parce qu'à mon avis, le communisme russe avait transmis du féminisme à l'ensemble de la sphère communiste. Et c'était la Russie plutôt. Voilà. Et donc ils atteignent des sex ratios de 118 garçons à la naissance pour 100 filles. Et au Vietnam, ça commence, l'Inde aussi, mais la Géorgie et l'Arménie faisaient des pays à sex ratio complètement anormal. J'ai plus le chiffre en tête, je ne sais plus si c'est 110, 111 ou plus haut, mais c'est vraiment élevé. Et donc, ça, c'était, pas l'Arménie, mais la Géorgie, le pays qui représentait l'Occident, qui pratique toujours le féticide sélectif, etc., alors que la Russie, de ce point de vue-là, est nickel. Parce que je dis, le système russe est patrilinéaire, mais plutôt féministe, et il n'y a pas une ombre de déviation du sexe ratio en Russie. Donc je ne sais pas s'il est à 105, 106 ou 107, ce sont les taux normaux. Mais donc voilà. Donc bien sûr, les choses sont aussi instrumentalisées. Mon sentiment, c'est que comme le monde anglo-américain est en train de revirer national et protectionniste, c'est le sens de l'élection de Trump. Le Brexit n'est pas vraiment protectionniste parce que le libre-échange est identitaire pour l'Angleterre, mais il y a aussi la notion de recentrage national. Et puis, comme il y a cette montée il y a une remontée partout de l'idée nationale dans un contexte d'abaissement du niveau, etc. Mon pari, je me disais, d'ailleurs, je me faisais du souci, puisque je suis en train d'écrire un livre sur l'évolution des mœurs. Vous allez voir le souci, je me dis, je pense qu'on va revenir sur des questions plus d'affrontement économique ou de rapport de force politique, et ce que je prévoirais, c'est plutôt un reflux des thématiques sur l'homosexualité, le genre et toutes ces choses dans les relations internationales, pour de bons vieux rapports de force économiques, militaires, voilà. Un peu de vieux Si ça matérialisme. Ah non, moi ça compte Voilà. pas, mais un collègue géographe, bien plus titré que moi, un jour, c'est une anecdote, mais qui est très explicative de la situation, disait non, nous devons soutenir Israël parce qu'ils font le gay pride, nous devons combattre la Palestine parce qu'ils sont homophobes.
Voilà. Oui, oui. Mais, bon, Qui, tout- dans tout le ça- monde d'un professeur, Non, ça va mais- me choquer, oui, bien mais évidemment. Tout ça, je dis, c'est compliqué. Mais c'est compliqué parce que l'analyse de la situation en Occident est complexe, parce que l'Occident est en train de se diviser sur ces Bien questions. sûr. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez dans les catégories éduquées supérieures, au stade actuel, plutôt une hystérisation de ces thématiques sociétales, hein, et aussi de l'absolutisme migratoire en même temps. Et puis vous avez, en fait, la montée de forces. Alors les gens disent populistes, mais moi j'aime pas trop le mot, mais de gens qui pensent en termes de préservation ou de redéfinition d'un cadre national mieux protégé. Patriotisme. Oui, appelons les choses par leur nom, patriotisme. Et qui d'ailleurs, Ils sont évidemment, pas de la Russie. et là on retrouve, et alors là en fait, les trucs dont on n'a pas parlé, et qui finalement, ça serait dommage de s'en priver, c'est, moi je n'ai parlé au stade actuel que de formes hystérisées, la russophobie, encore que le mot russophobie suffit, mais il y a des formes nouvelles de russophilie qui apparaissent. Et justement, dans toutes ces forces plutôt favorables à l'idée de nation, donc la plupart des partis populistes sont russophiles en fait. C'est-à-dire, c'est vrai en Italie. C'est là où c'est inquiétant. Pourquoi? Comme tout Mais le monde pourquoi? dit. Ah oui, les gens s'inquiètent, mais ça va produire un effet de légitimation mutuelle. Mais ce qui est intéressant et fascinant, il y a une certaine poésie de l'histoire, c'est la façon dont la Russie, à la limite, le conflit entre Trump et les démocrates, on sent très bien que Trump lui-même n'est pas anti-russe. Il y a des contraintes géopolitiques du Pentagone, et puis il y a une hystérie culturelle des hautes sphères de la société. Et la limite de son pouvoir. Oui, c'est ça, mais je veux dire, Trump, il est anti-allemand et anti-chinois. Il n'est pas anti-russe, laissé à lui-même. Parce que les risques pour Trump sont des risques de destruction économique de l'Amérique, et les risques de destruction économique par le libre-échange, c'est la Chine, et en fait, les cercles américains sont encore plus inquiets de l'Allemagne, en fait. Et la Russie, c'est le paradoxe de tous ces trucs-là, c'est à partir du moment où on commence à se mordre. Si on est dans un univers de rapport de force militaire, alors là, il n'y a aucun problème que la Russie, depuis qu'elle est revenue à niveau, je dis, elle a refait aux Américains le coup du T-34. C'est-à-dire un matériel simple, pas cher, et qui frappe l'adversaire d'obsolescence, avec les S-400. Hein. Donc, voilà, donc c'est vraiment une sorte de génie russe de la simplicité militaire. Et donc les Américains ont produit des avions qui fait tout faire et qui ne volent pas. Et qui coûtent hyper cher, les derniers notamment. Bon, donc à ce niveau-là, on peut penser en termes de révolution géopolitique. Et je pense que les membres de... J'ai essayé de demander une évaluation de l'âge des géopoliticiens américains, mais je pense qu'ils sont assez vieux en fait. Et donc un peu fossilisés dans leur truc. Et donc ils laissent les Russes prendre les bons alliés, l'Iran, efficace, puis on se garde les mauvais, l'Arabie Saoudite. Un certain manque de créativité de l'establishment géopolitique américain. Le plan des mœurs, je crois que ça c'est un truc qui donne de la violence au verbe, mais qui ne peut déboucher sur rien finalement. Et donc il doit s'épuiser de lui-même. Hein, on ne va pas changer de l'extérieur la façon de vivre des Russes, réciproquement. Voilà. Par contre, l'économique, le montée des thématiques économiques, fait apparaître le fait que la Russie n'est une menace pour personne. La Russie n'est pas une menace pour les Américains sur le plan économique. Pas du tout. Je veux dire, les menaces économiques pour les Américains, c'est les Allemands, ou l'Europe contrôlée par les Allemands, et la Chine. Donc tout ça, moi je pense que tout ça va beaucoup évoluer. Beaucoup évoluer. Et on va voir des choses surprenantes. Je veux dire, moi ce que j'attends, ça a été repoussé là, on va voir comment le Brexit tourne. Qu'est-ce que vont faire les Anglais? Qu'est-ce que vont faire? Alors, si les Anglais finissent par se coucher, et c'est-à-dire renoncent au Brexit, bon, c'est très triste pour l'Angleterre, mais moi, comme ma sécurité psychique dépend de l'essence de l'Angleterre, ça me fait un effondrement moral en fin de vie.
Donc c'est vraiment, je veux dire, je ne serais même plus capable de penser quoi que ce soit dans le monde. Mais si on va vers un hard Brexit, la réalité va apparaître, à savoir qu'il y a un conflit fondamental entre l'Union européenne et l'Angleterre, et un conflit qui sera aussi sur un conflit économique, mais un conflit qui sera sur des valeurs. Puisque la réalité de l'Union européenne, c'est qu'elle représente la négation de la démocratie. Un jour, je m'étais amusé à rendre fou Bernard Guetta à Strasbourg. Vous voyez qui c'est, non? Voilà. Il nous décrit comme frères de lait. Nos parents étaient amis. On se connaît depuis tout petit, donc on peut s'insulter sans que ça prête à conséquence. C'est quasiment la famille. Et un jour, à Strasbourg, je m'étais amusé à l'énerver. J'adore le rendre fou. Et on parlait de la Russie. Je disais, mais écoutez, lui de temps en temps dérape, même à la télé, il m'appelle Mano par mon diminutif. Mais moi, je ne tombe pas dans ces extrêmes. Et je disais, mais donc il était là à faire l'européiste, le représentant la démocratie, la liberté. Je dis attention, la démocratie, c'est pas juste voter. C'est voter pour des gens qui ont la capacité et la volonté de mettre en application la volonté populaire. Et voilà. Et c'est pas juste dire des choses gentilles, etc. Et donc ça ne se passe pas en Europe. Et on aime ou on n'aime pas, mais personne ne niera le soutien du peuple russe à Poutine. Le fait que Poutine fait en gros ce qu'attend le peuple russe. Et donc là j'ai dit, donc en fait, avec une définition un peu rigoureuse de la démocratie, certes la Russie est une démocratie autoritaire, mais c'est une démocratie, ce qu'on ne peut pas dire de l'Europe. Alors là Bernard était au bord de l'étouffement, mais l'une des choses qui est en train d'apparaître, et là en France avec la confrontation avec les gilets jaunes, le durcissement prévisible du régime, etc., pour moi, on va vers une dérive autoritaire du continent. Et l'une des raisons de l'hostilité de l'Union européenne à l'Angleterre actuelle, au Royaume-Uni, c'est que tout le monde se moque de ces débats, de ces crises, mais la réalité de l'Angleterre actuelle, c'est que c'est une démocratie vivante. La démocratie, au début, c'est le bordel. C'est difficile de prendre une décision. Alors, voilà. Mais ce qu'ils vont découvrir, c'est que, et donc en fait, il faut punir l'Angleterre ou la mettre à genoux parce qu'elle représente l'idée de démocratie libérale. Et donc on peut tout à fait envisager un conflit inexpiable entre l'Union européenne et l'Angleterre. Et à mon avis, à ce stade, les Anglais, les problèmes d'homophobie en Russie, ils passeront à autre chose. Et il faut se souvenir du mot de Churchill quand Hitler a envahi la Russie. Il dit, je ne sais plus ce que c'était exactement, si le diable était en conflit avec Hitler. Je dirais avec lui. Non, je dirais un petit mot sympa pour lui au Parlement. Juste avant que vous posiez votre question, je pensais on n'a pas du tout abordé la question de démographie russe. Oui. Vite fait, si vous avez vos pronostics, parce qu'à fin 90, c'était vraiment, on disait c'est à la croix russe. La démographie, là, cette question était au plus bas. Donc, qu'est-ce que vous pensez maintenant? En 2000, ça a changé. Vous l'avez dit, vous l'avez écrit ça dans votre livre. Quels sont vos pronostics pour les années à venir? Alors, je ne sais pas, je crois que la fécondité était remontée à 1,7. Oui, c'est ce que vous avez dit par rapport à 2000. Voilà. Honnêtement, j'ai pas regardé les. Je suis pas sérieux, j'aurais dû le faire pour ce soir, mais je ne peux pas tout faire. Hein. Et elle a dû rebaisser un petit peu. Mais de toute façon, la Russie est un pays à forte immigration, en fait. C'est d'ailleurs ce qui permet de, si vous voulez vraiment vous faire une idée du dynamisme réel des sociétés dans le monde, aller au plus vite, au-delà des fantasmes, vous regardez leur balance migratoire. Et vous voyez si la balance migratoire est positive ou négative. Si la balance migratoire est positive, c'est que le pays attire.
C'est-à-dire, ça veut dire qu'il a une capacité de développement, d'absorption, et qu'il est, je dirais, du bon côté de la barrière. Et si un pays a une balance migratoire négative, c'est que potentiellement, selon le degré, il est en difficulté ou en perdition. Donc, par exemple, une partie incroyable de ces pays libérés du communisme et de la Russie par l'Union européenne, ayant été intégrés à l'Union européenne, sont en cours de destruction démographique par émigration. Je ne peux pas voir pays par pays, mais il y avait l'autre jour un reportage à la télé sur la Croatie, je pense que c'est la même chose en Roumanie. La Pologne, les pays qui sont au plus proche de l'Allemagne ont l'air de s'en sortir mieux parce que là, les délocalisations d'industrie allemande, ça doit se faire directement, etc. L'Ukraine, je veux dire, est un système qui est en train de disparaître sous nos yeux. Il y avait les éléments d'une nation ukrainienne, paradoxalement, à l'époque du communisme. Mais là, je veux dire, la fuite des cerveaux en Ukraine, le reflux plutôt vers la Russie, d'ailleurs, si j'ai bien compris, fait que c'est une société qui ne pourra jamais retrouver son équilibre. Mais la Russie a une balance migratoire positive. La Russie attire. Ça suffit à dire que, vous voyez, à 1,7 de fécondité avec un peu d'immigration, beaucoup d'immigration, et une société restabilisée. C'est souvent pas l'immigration qui reste, c'est l'immigration après qui repart. Parce que c'est non. Si la balance migratoire est positive année après année, c'est que ça va. Mais la Chine, qu'on nous présente comme le futur géant mondial, a une balance migratoire négative et perd 1,5 million de personnes par migration chaque année. Ce qui, à l'échelle de 1,350 milliard paraît peu de choses, mais bien entendu, ce sont les éléments dynamiques ou libéraux, et en fait, ça indique déjà un début de fossilisation. Je pense que ce qui apparaîtra quand la messe sera dite, quand on écrira l'histoire de la sortie du communisme, ou de sa non-sortie, c'est qu'on aura pendant 20 ou 30 ans raconté que les Russes ont complètement foiré leur sortie du communisme, et que les Chinois ont été géniaux dans leur adaptation économique. Et je pense que ce qu'on dira, c'est que les Russes ont eu de grandes difficultés, qu'ils ont surmontées, etc. Et que la Chine va simplement se casser la gueule parce que c'est un développement extraverti, totalement dominé par l'économie internationale, que ça n'a pas été vraiment décidé par les dirigeants chinois. Et l'une des manifestations de cet échec chinois, c'est la balance migratoire. J'ai complètement oublié ce qu'était la question. Le futur de la démocratie. Ah bah oui, là, j'ai oublié parce que la question était à côté de moi. Mais c'est une réponse quand même. Ouais. Mais il faut regarder, ça fait partie des choses qu'il faut suivre. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que l'attitude du gouvernement russe est sérieuse sur les questions démographiques. Mais ça va avec l'idée nationale. Si vous pensez en termes concrets d'une nation, vous avez une préoccupation démographique majeure. Et si à la limite, je dirais qu'il faut penser à l'économie après avoir pensé à la démographie. Parce qu'avant d'avoir une économie, il faut avoir une population quand même. Donc si vous avez... Voilà. Donc... Ouais. Bonsoir. Justement, une question sur peut-être pas sur la Russie, mais sur les autres sociétés à famille communautaire, où, si je vous ai bien dit, le statut de la femme est plus abaissé. Est-ce que vous pourriez élaborer la remarque que vous faisiez sur le fait que ce sont des sociétés qui ont tendance à se bloquer plus que les autres? On a pensé la Chine, l'Inde, le Rwanda. Oui, ça c'est mon échéance, ça fait longtemps. Pour moi, c'est une sorte d'évidence. Vous voyez, j'avais fait un bouquin qui s'appelle L'enfance du monde, structure familiale et développement, où j'avais noté que les pays à les systèmes éducatifs les plus efficaces pour l'alphabétisation, un truc qui ne me faisait pas plaisir, c'était les systèmes autoritaires. Donc, les familles souches,
À la base, je suis à 68 ans attardé. Hein, donc, voilà. Je n'ai pas complètement renoncé. Je suis désespéré. Mais je ne fais pas partie des gens qui vont dire moi, c'est pas tout a commencé à foirer en 68. Mais si je regarde les données empiriques, je vois que les systèmes autoritaires sont plus efficaces sur le plan éducatif, mais aboutissent à faire moins d'enfants pour la famille souche. Donc en fait, c'est pas sûr qu'ils sont vraiment plus efficaces. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que les systèmes à statut élevé de la femme sont plus efficaces. Et la dynamique historique de très longue durée sur des millénaires des systèmes patrilinéaires, c'est donc vous avez une progression de la patrinarité. La famille souche elle-même, c'est le stade 1 de la patrinarité. Ça va être le fils aîné. Mais s'il n'y a pas de fils, alors la fille héritera. Donc vous êtes dans un système de parenté qui reste fondamentalement respectueux des femmes et leur capacité à transmettre. Ensuite, vous avez la famille communautaire, mais qui, quand elle apparaît, n'est pas à un niveau d'antiféminisme élevé. Ça serait le cas russe. Et puis, il y a une sorte de dynamique. Les systèmes familiaux ont une histoire et avec moi, le statut de la femme baisse. Et c'est presque, à mon avis, c'est proportionnel au temps. Donc vous aurez un système chinois hyper patrilinéaire, mais vous aurez un truc encore, pas hyper antiféministe, mais vous aurez, comme la patrinarisation est encore antérieure, vous aurez dans le monde arabe, enfin dans le monde musulman central, vous aurez un abaissement qui a été encore plus loin, une sorte de mécanique. Ce qui est un peu triste et pas clair pour moi, c'est que, mais encore une fois, c'est pas des choses qui me plaisent personnellement, mais je pense que l'erreur fondamentale du modèle de la globalisation, c'est que c'est un modèle qui postule une convergence des sociétés. Convergence par l'échange, etc. Alors, on ne voit pas du tout cette convergence économique, surtout pas en Europe d'ailleurs. Mais bon, la dynamique des systèmes familiaux depuis l'origine est une dynamique de la différenciation et de la divergence en fait. Alors Gunt, qui était un sociologue et anthropologue américain, je crois que c'est dans les années 50 ou début des années 60, avec un bouquin que je cite d'ailleurs dans le truc, où il pensait que l'explosion des grandes familles, les ménages nucléaires, allait ramener tout le monde dans le sens de la nucléarité, de l'individualisme, de l'émancipation de la femme. Mais au stade actuel, non, en fait, ce qu'on voit, c'est que les provinces de Chine, au sud de la Chine, qui étaient les plus favorables aux femmes, entre Canton et Shanghai, sur la côte, sont en train de découvrir le féticide sélectif des enfants de sexe masculin, les sociétés du sud de l'Inde, où le statut de la femme avait été relativement préservé par le mariage entre cousins croisés, entre des enfants d'un frère et d'une sœur, sont en train de découvrir aussi des sexes ratios anormaux, et peut-être que là où tout le monde nous raconte qu'on vit la grande convergence de l'humanité, en fait, on est plutôt toujours dans un phénomène de divergence. Bonsoir, je voulais juste, à la base ma question était autre, mais je voulais revenir sur ce que vous avez dit, sur ce que vous avez dit concernant l'engagement de démocratie. Bon, déjà, premièrement, il ne faut pas confondre le libéralisme et la démocratie, parce que l'externalité négative du libéralisme, c'est qu'il dissout la démocratie, au moins les frites, on va dire ça, comme ça. Oui, voilà, pour revenir à l'Angleterre, l'Angleterre, c'est quand même un pays qui, au XVIIIe siècle, a fait le choix de faire mourir une partie de sa population parce qu'elle était pauvre. C'est-à-dire, depuis 300 ans, elle a fait le choix du malthusianisme. Un peu dur. Et d'ailleurs, c'est pour cela que Thatcher, elle est un pur produit anglais. C'est qu'elle est le fruit de cet héritage malthusien. Je vais vous faire mon prêche pro-anglais, d'accord? Alors, il y a des grands éléments de violence dans l'histoire anglaise. Il n'y a aucun problème.
l'anglais paisible est une invention du XXe siècle. Pas de problème. Les enclosures, enfin, c'est-à-dire le déracinement de la paysannerie, avec ou sans acte du Parlement, c'était un processus d'une violence inouïe. La liquidation de la classe ouvrière sous Thatcher, c'est un processus d'une grande violence. Il n'y a pas de problème. L'Amérique a montré qu'elle était capable de faire, si on peut dire, comme sa maman, avec la liquidation du monde ouvrier. Ça, c'est une chose, mais la chose qu'on perd de vue, je dirais particulièrement si on est français, c'est l'extraordinaire flexibilité en un sens plus général qu'on observe dans l'histoire anglaise. C'est-à-dire que, et dans l'histoire américaine, c'est-à-dire que je pense que c'est lié, je vais partir de l'explication, c'est-à-dire que la famille nucléaire, que j'appelle absolue, permet des ruptures générationnelles. Et donc des changements d'orientation qui nous rendent perplexes. C'est-à-dire moi, j'ai commencé à sentir le truc d'abord sur à partir de choses culturelles. C'est-à-dire que vous êtes dans la littérature française. Vous lisez la littérature française du XXe siècle. Bon, il y a des mecs que vous connaissez. Vous allez au XIXe siècle, vous allez dans Stendhal, dans Balzac. Vous avez toujours l'impression de reconnaître les mecs. Voilà. Vous allez chez Diderot, Voltaire, tous les mêmes. Ambition, femme, individualisme, esprit méchant. Vous voyez, alors, la France se reconnaît assez loin dans l'histoire. Mais en Angleterre, vraiment, vous avez des phases où vous partez d'anglais qui sont d'abord catholiques au départ, et puis vous avez une révolution qui devient protestante lentement, mais qui devient une vraie révolution puritaine protestante, avec décapitage de rois, transformation des mœurs très sévère, et puis ensuite vous repassez dans une Angleterre plus relaxe, sur le plan des mœurs, parce que c'est l'Angleterre qui va devenir très dure sur le plan sur le plan économique, et puis au XIXe siècle, repoussée protestante, au moins dans tout le nord de l'Angleterre, on a des recensements religieux, et puis ensuite autre chose, il y a une sorte de flexibilité. Mais dans cette flexibilité, il y a aussi un rapport flexible à l'État. C'est le genre de truc que vous commencez à découvrir quand vous lisez Polanyi sur c'est-à-dire que l'État... en fait, on nous apprend que c'est Bismarck et les Allemands qui ont inventé la Sécu. Hein, c'est juste pas vrai. C'est juste pas vrai. Les lois sur les pauvres, ça a été découvert par les gens avec qui je travaillais à Cambridge, qui se demandaient comment la famille nucléaire anglaise pouvait fonctionner. Qu'est-ce qu'on faisait des vieux et des orphelins? Et en fait, il y avait en fait une gestion financière par les paroisses. Et vous aviez des proportions incroyables de gens qui, au XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, étaient... vous aviez des vieux qui touchaient l'équivalent d'un salaire d'ouvrier agricole. Donc vous aviez une sécu. Donc les Anglais, c'est aussi... On dit les Anglais, c'est les gens qui ont inventé le capitalisme, mais en fait, c'est eux qui ont inventé la sécu aussi. Donc ils vont avoir des phases très très libérales, très très dures, des phases au contraire plus étatistes. Et regardez, évidemment, j'allais dire de notre vivant, mais vu votre âge, ça n'a aucun sens. Mais de mon vivant, moi, je suis né dans un monde où l'Angleterre était complètement socialisante, et où Raymond Aron s'inquiétait d'un destin totalitaire de l'Angleterre, parce que la part de l'État dans le PIB était trop élevée. Donc, j'étais fâché avec lui tout ça, parce que moi. Et puis, il ne faut pas déconner avec l'Angleterre quand même. Bon. Et puis, il y a eu Thatcher, donc un processus de transformation sociale d'une violence inouïe. Et puis là, c'est clair qu'ils sont en train de repivoter. Les Américains, c'est pareil. Après la guerre de sécession, ils ont été protectionnistes, avec tout très élevé. Puis ils ont fait un virage libre-échangiste. Et puis là, ils sont en train de pivoter. Et une grande partie de l'incapacité, par exemple, des Français ou de tout le monde à saisir ce qui se passe, c'est cette non-compréhension de la flexibilité historique des pays anglo-saxons, en fait.
qui peuvent être... c'est probablement la raison de leur succès, finalement, historiquement. Vous voyez? Et donc, et actuellement, je pense qu'il y a un vrai retard en France dans la prise de conscience de ce que le monde anglo-saxon est en train de virer et que les gens qui s'intéressent au retour de l'État vont sans doute trouver bientôt des points d'appui dans le monde anglo-saxon. Voilà. J'ai fait ce que j'ai pu pour défendre l'Angleterre. 2 dernières questions. Alors, monsieur. Bonsoir. Je me demandais simplement, quand on lit vos livres, on voit que vous associez Russie et universalisme, et je me demandais si vous aviez développé le lien entre l'universalisme, enfin, quel type de rapport il y avait entre cet universalisme russe que vous décrivez et l'histoire de l'antisémitisme qu'il y a pu y avoir en Russie et comment s'organisent les deux. Et simplement, je me demandais aussi ce que dans Anna Karénine, si vous pouviez développer un petit peu sur la façon dont le lien que ça fait pour vous avec le statut élevé des femmes. Non, mais là, c'est un peu loin, mais je me souviens juste que j'avais eu cette sensation en lisant. De toute façon, c'est les femmes de la haute, là. C'est pas... Donc, là, la question de l'antisémitisme. De toute façon, les Juifs dans l'espace de la Russie tsariste, ils étaient pour l'essentiel pas tellement en Russie. Ils étaient plutôt en Ukraine, dans les pays baltes. C'est les Ukrainiens qui étaient terribles, qui étaient au contact, si on peut dire. Donc, j'ai pas... le communisme a été quand même aussi l'intégration des Juifs dans l'histoire russe. Hein. Je ne veux pas refaire, je ne veux pas avoir l'air d'être un type qui parlait de conspiration judéo-bolchevique, mais on a assez accusé. Moi, je me définis comme venant d'une famille judéo-bolchevique. Hein. Donc, j'ai 3 grands-parents communistes, 2 sur 3 juifs, et l'autre une anglaise folle. Et je ne vais pas terroriser, mais j'ai pas. C'était une question sans malice. Hein, non, mais je vois bien d'après votre tête que la question était sans malice, mais je veux dire, des pays sans antisémitisme, j'en connais pas, mais mon premier réflexe ne serait pas, malgré le départ des Juifs russes lors de l'effondrement du communisme. Je veux dire, honnêtement, il y a tellement d'autres pays à regarder où c'était plus grave que, vous voyez, j'ai pas une vision de la Russie comme spécialement antisémite personnellement. Et la toute dernière question. Vas-y. En fait, on pose une question pas tellement sur la Russie, mais sur la France et les familles nucléaires égalitaires. Dans l'analyse historique, comment est-ce que vous expliquiez que, contrairement à la France, l'Espagne, si je l'ai bien dit, qui est aux 3/4 nucléaire égalitaire, n'est pas suivi le même destin ou en retard sur le genre de libéralisme, la démocratie, par rapport à la France, qui elle-même est dans les décalages justement par rapport aux Anglais, aux Hollandais ou aux Américains? Alors, alors d'abord, en Espagne, vous avez toute la bordure nord qui est souche, hein, Catalogne, Aragon, Pays Basque, puis jusqu'à la Galice en fait, et même le nord du Portugal. Alors, et puis au contraire, vous aurez ensuite du nucléaire égalitaire, principalement en Andalousie. Quand on regarde sur la carte, la partie nucléaire égalitaire paraît beaucoup plus grosse. Quand on regarde en termes de taille des populations, c'est beaucoup plus équilibré en fait. Mais si vous voulez, on peut aussi citer l'Italie, où le sud, le royaume de Naples, était tout à fait nucléaire égalitaire. Mais en fait, c'est des images. Si on se concentre simplement sur la France et l'Espagne, c'est des pays qui ont un peu le même mix anthropologique. Simplement, la famille nucléaire égalitaire en France est collée à la partie développée de l'Europe. Et la partie souche, périphérique, est plutôt loin. Donc,
donc la séquence de développement n'est pas la même. C'est-à-dire que si vous prenez la France du XVIIe ou du XVIIIe siècle, les partis alphabétisés, c'est les partis nucléaires égalitaires. Et c'est le moment de domination maximale de la France du Nord, en fait. Alors que en Espagne, l'Andalousie, alors déjà l'ensemble de l'Espagne était très attardé parce que plus loin, et parce que le catholicisme en lui-même était un frein à l'alphabétisation, mais les régions nucléaires égalitaires sont la partie, étaient, sont probablement toujours, la partie la moins développée de l'Espagne, comme l'Italie du Sud. La famille, si on pense à la France comme système anthropologique, la France n'est pas juste la famille nucléaire égalitaire. Si vous avez la famille nucléaire égalitaire seule, c'est un système qui vous dit liberté. Si vous appliquez de façon mécanique et absolue les principes de liberté et d'égalité, vous avez l'anarchie. Ni Dieu ni maître, c'est le bordel, simplement. Et la France n'est pas le bordel. Enfin, c'est le bordel, et c'est pas le bordel. C'est ça la magie de la France. Je me souviens, j'avais pris il y a très très longtemps un pot avec un journaliste américain, mais c'était à la fin des années 80, qui m'a dit ce qu'il aimait bien en France, c'était le mélange de flexibilité et de continuité. Et donc dans le système France, vous avez un cœur nucléaire égalitaire capable d'un bordel insensé, et puis vous avez une périphérie qui était dominée, mais souche, mais qui produisait de l'ordre. Vous savez, les Calais de Gastogne, les Postiers du Sud-Ouest, les gens qui étaient... Donc vous aviez les gens du Nord qui avaient l'idée d'un État égal pour tous les individus, et puis vous aviez les gens de l'Occitanie, de la périphérie, qui produisaient les mecs qui étaient capables d'accepter les structures de discipline d'une bureaucratie qui ne peut pas être égalitaire et libérale. Hein, c'était ça. Alors là, je pensais qu'on était passé en mode, comme le développement éducatif des régions périphériques avait été plus rapide, je pensais que c'était fini, mais là je suis plutôt sur l'hypothèse, j'en ai parlé l'autre jour à France Culture, d'une culture égalitaire qui aurait migré de façon indifférenciée sur tout le territoire, et puis une culture inégalitaire qui aurait migré vers la structure sociale, ce qui expliquerait la polarisation actuelle. Et c'est des recherches en cours. Mais ce qui est clair, c'est que on est venu parler de la Russie plutôt. Donc alors, je voudrais dire un mot sur ce qui est le mot de conclusion de mon chapitre sur la Russie, que la Russie c'est un pays qui croit en l'universel, dont j'estime personnellement la Russie a été très dure pour les Russes, en fait, mais que quand même, dans l'histoire de l'Europe, il faut admettre un rôle positif. Je suis désolé, je suis de ces sentimentaux qui se souviennent de Stalingrad, de ces petites choses. Et le lendemain de l'effondrement du communisme, j'ai acheté à mes enfants Alexandre Nevsky, le film. Quand même, voilà. Et donc, mais la Russie, ce mélange de communautarisme et de solidité, de capacité, de sacrifice de l'individu et de la collectivité, se combinant à un statut élevé des femmes, c'est une anomalie de l'histoire. Il n'y a pas d'autre pays comme ça. C'est un pays bizarre. Donc ça, c'est l'un des deux pays qui a fait une grande révolution universaliste, qui a enflammé la planète et qui était lui-même une bizarrerie anthropologique. Mais la France, c'est une autre bizarrerie anthropologique. La révolution universaliste d'avant a été aussi produite par un système bizarre. Ce centre libéral égalitaire, cette périphérie autoritaire inégalitaire qui permet à la nation d'exister par son ethnocentrisme. Et je vais quand même conclure sur la France, on est sur les Champs-Élysées. Non, une dernière question. Oui, d'accord, c'est pas grave, je tiens absolument à pérorer. Et je me souviens, la Russie, c'est cette bizarrerie d'une culture intégrée patrilinéaire avec un statut élevé des femmes. La France, je me souviens, c'était les grandes grèves des années 90, là, où les Parisiens marchaient dans le froid, pour aller à leur travail pendant que tout le pays était paralysé. Puis à la télévision, il y avait des gens qui étaient interviewés à Rome et en Allemagne. Et donc, il y avait des Allemands qui disaient « Qu'est-ce que c'est que ce désordre, ces Français, c'est pas supportable ». Puis à Rome, les gens interviewés disaient
quelle discipline dans ces Vous voyez? Je veux dire, putain, vous voyez les gilets jaunes, vous dites, mais c'est toujours comme ça continue. Vous voyez? Ah, je suis repassé en mode patriote moi, sur la France. Pays trop génial. Il n'y a qu'ici qu'on se marre. Oui, donc il y a une autre question. Oui, c'était juste pour éviter de finir sur l'Espagne, une conférence sur la Russie. Mais en fait, vous étiez en train quasiment de répondre à la question que je voulais vous poser. Vous décrivez dans au moins 2 de vos ouvrages la Russie comme une aberration anthropologique, justement, du fait d'un système communautaire exogame, avec, contrairement à tous les autres, un statut élevé de la femme. Et je voulais juste que, parce qu'on n'avait pas bien expliqué, comment vous expliquez cette aberration anthropologique? Vous aviez parlé dans un de vos ouvrages de l'ethnogénèse du peuple russe, mais il semblerait que ce soit plus d'actualité. Non, avant je pensais en termes un peu mécanique de mélange. Là, comme j'ai dit, je pense que c'est juste que le système russe est très récent en fait. Il est très récent, il s'est formé dans la partie nord-ouest de la Russie, sans doute probablement avec des éléments de contact qui mériteraient d'être étudiés avec les populations allemandes, etc. Et puis ensuite, il s'est étendu à toute vitesse, une vitesse d'expansion quand même d'un système homogène sur un immense territoire qui est tout à fait spécifique. Ça, c'est le côté américain de la Russie, en fait. Parce que c'est quand même une petite population qui a fait une expansion vers l'Est, comme les Américains ont fait une expansion vers... Mais elle existait déjà. Les Mongols étaient venus, pour le coup, le territoire avait déjà... Oui, mais c'était dans un autre esprit. Le joug mongol a quand même duré quelques siècles. Hein. Oui, mais pour moi, ce qui est important, c'est que les Mongols avaient un système, pas un système communautaire, c'est un système souple, un système nomade. Voilà, donc c'est... je me suis perdu dans la question, là, j'ai un petit peu perdu. On se marre en France. Comment? Juste avant, vous avez dit qu'on se marre bien en France. Oui, mais c'est un truc, évidemment, sur l'histoire de la Russie, il y a une véritable grandeur dans l'histoire russe, mais j'hésiterais à dire on se marre en Russie, sur le plan historique. Ah bah détrompez-vous. Ah non, les Russes ont le sens de l'humour. Alors, c'est sûr. Alors ça c'est sûr. Alors il y a aussi l'un des trucs que je rêve de faire, c'est d'intégrer la dimension de l'humour dans l'analyse anthropologique. Et donc pour moi, il y a les peuples avec sens de l'humour et les peuples sans sens de l'humour. Et j'appliquerai au sens de l'humour le critère du conservatisme ésotérique. Quand on voit la distribution dans l'espace du sens de l'humour, pour autant que je puisse juger, les Anglais sont assez drôles, contrairement à ce que ne savent pas les gens, c'est que les Japonais sont quand même assez drôles aussi. Donc c'est périphérique, donc pour moi ce qui est périphérique est naturel. Vous voyez, donc pour moi c'est l'absence de sens de l'humour qui s'apprend. Vous voyez, et donc les pays qui ont le sens de l'humour, c'est ceux qui ont gardé un fond de naturalité humaine, mais non, mais les Russes sont... Non, par contre, je suis allé que 2 fois en Russie, mais je me suis marré comme un fou. Merci. Suivez le dialogue.corus sur Twitter, Facebook, site, faites la publicité au dialogue.corus évidemment. Et suivez-nous surtout en 2019, on nous prépare plusieurs débats, programmes, conférences, tables rondes, de même concerts. Et bon, on va peut-être faire un débat avec Emmanuel Todt et les autres. Ça c'est en 2019, vous m'avez promis, là vous avez tellement à mettre. Et donc à très bientôt, merci. C'est possible.